Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Hopcast, le podcast qui vous invite à mettre le sport santé au service de votre vie après 40 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claude Berteletto-Kung, qui est directrice d'une association cantonale dans le domaine médico-social et consultante fondatrice à l'espace Pause, que tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est. Claude, bienvenue sur le Hopcast. Merci Thomas. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et qu'on puisse échanger. Aujourd'hui, on va essayer de repenser notre rapport à la santé en parlant notamment de ton projet Espace Pause, aussi de la santé fondamentale que tu vas nous expliquer ce que c'est. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ton parcours, voilà, d'où tu viens, etc. Mais très volontiers. D'abord, j'ai 59 ans et j'ai donc un parcours personnel assez riche puisque j'ai eu 4 enfants qui sont aujourd'hui adultes, mais qui me challenge encore toujours sur des questions comme le lien, la famille, la place qu'on occupe, etc. Et puis au niveau professionnel aussi, j'ai une formation d'avocate à la base, mais très vite j'ai passé dans du management parce que je trouvais que la dynamique d'équipe était intéressante et permettait plus de créativité. Mmh. Et mais aujourd'hui, comme tu l'as dit, je partage mon activité entre Deux casquettes. Deux casquettes, mais qui finalement sont assez proches l'une de l'autre. Et c'est dans ce cadre-là que je t'ai déjà rencontré il y a 3 ans, et puis que je suis là aujourd'hui. Et du coup, tu as créé récemment le Espace Pause ou... Alors, Espace Pause, j'ai créé ça maintenant il y a 1 année et demie, avec une activité très réduite pour l'instant. Mais l'idée pour moi, c'est de continuer sur cette voie aussi parce que ça m'amène énormément. D'une part, ça nourrit mon management et d'autre part, mes expériences de management nourrissent mon activité au sein de Pause. Et puis en quelques mots, si tu peux déjà nous dire un peu ce que c'est et après on approfondira. Pause. Ouais. Alors, l'espace Pause, c'est un espace où j'accompagne des personnes ou des entreprises qui se trouvent dans des situations de changement. Des situations qui peuvent être difficiles, pénibles, où on manque de clarté, on manque aussi d'objectivité, où on peut être très vite submergé par beaucoup de pensées, beaucoup d'émotions. Et j'aide ces personnes justement à avoir plus de clarté, à avoir plus confiance, plus de résilience aussi face à ces situations. Ok, donc principalement pour le moment en entreprise, mais... Et des personnes individuelles aussi. Des particuliers. Ok. Bon, on aura l'occasion encore d'approfondir cette thématique, mais on va parler d'abord de la santé fondamentale. Finalement, qu'est-ce que c'est ? Alors, la santé fondamentale, effectivement, on parle beaucoup de santé dans notre société, il faut être en bonne santé, faire du sport, du mouvement, et tu y contribues grandement avec tes 2 studios. Mais personnellement, je souffre depuis de nombreuses années de douleurs chroniques, de type fibromyalgique, et je me sentais un peu exclue finalement d'être en bonne santé, parce que c'est comme un objectif inatteignable. Et en approfondissant ça au sein de mon cabinet, en rencontrant différentes personnes, je me suis rendu compte qu'il existe une autre santé auquel tout le monde a accès, donc qui est très inclusive, et c'est cette santé fondamentale. En fait, c'est pas l'absence de douleur, c'est pas l'absence de maladie ou d'infirmité, mais c'est un endroit en soi où c'est sain. Donc on sent qu'il y a on est sain, on est à sa place, on peut être comme on est, c'est solide, et c'est justement cette santé fondamentale de rencontrer cet espace, d'être capable d'y accéder et puis de le nourrir. Du coup, ça rejoint un peu, je pense, la définition finalement de la santé, parce que si on prend la définition de la santé de l'OMS, par exemple, c'est que c'est pas seulement une absence de maladie, c'est un complet bien-être entre les différentes sphères qui sont physiques, psychiques, mentales, on peut l'appeler comme on veut, et sociales. Ça rejoint un peu cette définition-là finalement ? Oui, il y a déjà cette ouverture dans la définition de l'OMS. C'est pas uniquement l'absence de douleur ou d'infirmité, mais disons, c'est une ouverture, mais là, ça va encore plus loin. Parce que quand on est dans cet espace, c'est pas forcément du bien-être. C'est juste d'avoir le courage de rencontrer ce qui est. Et le fait de rencontrer ce qui est dans cet espace, qui est un espace bien sûr sécure, qu'on crée ensemble et dans lequel on va gentiment, pas à pas, le fait de rencontrer ce qui est, eh bien, donne cette confiance justement. Mais ça ne veut pas dire que c'est confortable, ça ne veut pas dire que c'est du bien-être, ça ne veut pas dire que c'est de la détente, c'est une autre approche si on veut. Donc c'est de prendre
j'essaie de concrétiser un peu plus peut-être, ou peut-être c'est voulu que ce soit peut-être un peu plus abstrait, mais c'est d'essayer de confronter finalement à, par exemple, à sa maladie ou à ses douleurs. C'est un peu ça, c'est de confronter ça, et tu dis c'est pour ça que c'est un espace, un lieu. Ouais, comment définir finalement cet espace? Tu vois, c'est le côté un peu abstrait que je ressens pour le moment. Après. Tout à fait, tout à fait. Alors en fait, c'est très concret, c'est-à-dire, c'est si je décris le processus pour accéder à cet espace, c'est se poser, d'où le nom de mon cabinet aussi, pose. C'est se poser, mais se poser réellement, corporellement, pas seulement physiquement, pas seulement s'asseoir, comme on fait très souvent, mais sans se rendre compte même qu'on est assis, mais c'est vraiment se poser corporellement, donc être vraiment en présence de son corps. Et là, c'est vrai que quand on a des douleurs physiques, par exemple, c'est pas simple, parce que c'est souvent ce qu'on évite. Et c'est justement d'aller à la rencontre de ce corps qui peut être douloureux, donc de se poser vraiment physiquement, corporellement, de sentir que on est capable d'écouter, par exemple, d'entendre. Là, ici, on entend, si je fais un peu l'exercice, on entend légèrement le bruit de l'aération. Et puis, d'intégrer ce bruit, d'intégrer cet espace sonore justement à mon espace intérieur. De faire le lien, de ne pas me renfermer sur ma douleur, si je prends l'exemple de la douleur physique, de ne pas m'enfermer sur ma douleur, mais plutôt de m'ouvrir déjà à ce qui est autour de moi, à l'espace, aux personnes qui sont ici à toi, qui est ici présent. Et ensuite, peu à peu, de sentir son corps dans sa totalité, vraiment, et de sentir qu'on a sa place. Donc, on est assis physiquement, mais on a aussi sa place dans l'espace, devant, derrière, à gauche, à droite. On est là. On est aussi solidement posé sur la terre, c'est-à-dire qu'on sent bien que nos fesses, elles sont posées sur un support, que ce support, il nous soutient, que je ne vais pas tomber. Donc ça donne de la confiance, ça donne de la sécurité. Puis on a une posture qui est droite, qui est, en fait, on est une posture un peu souveraine. On est le lien, en fait, entre la terre et le ciel. Donc on ressent vraiment qu'on a une place. Même si on a un corps qui est perclus de douleur, on a sa place. Et c'est OK d'être avec ce corps comme il est là, dans cet espace. Est-ce qu'il y a un côté un peu qui rejoint aussi un peu la méditation, finalement, pour s'ancrer? Alors, la pratique en soi, ou les exercices en soi, c'est des exercices effectivement de méditation, puisque je suis formée en transmission de la méditation et que je travaille beaucoup avec Réseau, qui est une école laïque de méditation, la plus connue, disons, dans la partie francophone en Europe. Et c'est vrai que les exercices de base, alors il y en a d'autres, mais c'est des exercices de méditation, effectivement, des pratiques de méditation. Donc c'est vraiment santé fondamentale, c'est essayer de se reconnecter finalement un peu corps-esprit finalement, et c'est un peu dans cette direction-là que ça va. Absolument, puis surtout tout ce qui est OK. On ne lutte pas contre, on va aller rencontrer son corps, on va aller rencontrer ses pensées, on va aller rencontrer ses émotions dans cet espace, mais pas pour avoir envie qu'elles partent, pas pour être contre, pas pour lutter, simplement elles ont le droit d'être là et d'arriver à se dire que c'est OK. Et ça donne une certaine détente, une certaine déculpabilisation, on sent qu'on a vraiment sa place. Ce qui permet aussi après de finalement de prendre ce recul, cette pause pour avancer aussi après, aller de l'avant, puis pas s'arrêter finalement peut-être à une douleur ou une pathologie. Voilà. C'est un peu dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là, tout à fait. Ça doit pas. En fait, souvent, quand on a des douleurs physiques, peut-être tu le vois aussi avec tes clients, c'est que on a tendance à se renfermer. C'est-à-dire le champ des possibles, il va tout le temps diminuer parce que on a un mouvement qu'on n'arrive pas à faire, etc. Et dans cet espace-là, les champs des possibles, ils se réouvrent complètement. On n'est plus dans j'ai mal ou j'ai pas mal. On se positionne autrement. Et on est simplement. Et ça donne une certaine liberté, ça redonne de la vie, ça redonne du mouvement à un niveau très profond. Ouais, je vois, c'est très niveau finalement mental, connexion à soi. Je trouve que c'est un super complément finalement à ce qu'on pourrait proposer, parce que nous on est aussi dans ce discours de finalement dans notre, j'ai envie de dire, dans notre vision à nous sur plutôt l'aspect activité physique, plus le corps, même si le mental est hyper important et ça va ensemble, mais dans le sens d'adapter, même s'il y a des douleurs, les gens viennent comme ils sont, et puis il y a cette adaptation dont on encourage justement s'il y a des douleurs, s'il y a même des blessures plus ou moins importantes, des pathologies plus ou moins importantes aussi, justement de dire
et ben il y a quelque chose à faire malgré tout ça. Puis ça, c'est vraiment, c'est notre spécialité et ça rejoint en fait finalement un peu l'aspect d'un autre angle, on va dire, mais ça rejoint cet aspect-là. Donc très intéressant en Et tout de cas. prendre la personne comme elle est. C'est ça. Et Ouais. elle n'est pas là pour se changer, pour être une meilleure Ouais. version d'elle-même, pour faire plus, pour être plus efficace. Non, elle est là juste pour être là et comme elle est. Et on part de ça. C'est ce qui différencie d'une approche plus médicale ou psychologique où on part du manque. Il manque quelque chose, hein, il nous manque quelque chose, on a une douleur, on veut qu'elle parte, etc. Et ici, on part de ce qui est. Donc le manque, il n'existe plus. Il se résorbe. Et en fait, ça, à la longue, ça apporte une... Alors, ce n'est pas l'objectif, mais malgré tout, ça apporte des changements profonds qui font qu'il y a une certaine détente qui peut s'installer de manière très, très profonde. Ça me permet du coup de rebondir sur comment tu accompagnes des personnes que ce soit en entreprise ou des particuliers, comment tu les accompagnes, et là on peut aller plus sur le terrain d'Espace Pause, comment tu les accompagnes dans cette démarche de finalement santé fondamentale. Alors, ça dépend tout des besoins avec lesquels la personne arrive ou l'entreprise me demande d'intervenir. Et souvent, pour les entreprises, par exemple, c'est des approches complémentaires. Il y a des fois, très souvent, il y a une analyse quand même à faire par rapport au fonctionnement, au processus et ces choses-là, que je fais naturellement aussi, mais en redonnant la dimension humaine et en redonnant la dimension vraiment plus de... Un des principes fondamentaux, c'est d'apprendre à ralentir, par exemple. Ça, c'est très, très difficile lorsqu'on est management, dans notre société aussi, dans le monde du travail de toute façon. Donc, d'apprendre à ralentir, d'être capable d'arriver à se poser, justement, à faire cette fameuse pause qui est nourrissante. C'est pas la pause à la machine à café. Et ça s'apprend. C'est comme les exercices physiques, il faut les répéter, les répéter, les répéter. C'est une pratique. C'est pas parce que je l'ai fait une fois que ça va marcher, etc. Ouais, c'est un accompagnement qui est sur plusieurs niveaux en fonction vraiment des besoins de la personne qui va venir. Il y a des personnes qui arrivent avec des problèmes très concrets ou des douleurs physiques très concrètes, mais on ne part jamais de front sur le problème. En fait, ce n'est pas tellement ça qui nous intéresse. Le problème, d'une manière ou d'une autre, la personne a la solution en elle. Mais d'arriver à atteindre cette solution, c'est ça en fait. Et si on ne se pose pas, si on ne donne pas cet espace-temps, cet espace, vraiment cet espace à tous les niveaux, notre esprit n'arrive plus à fonctionner. On va faire un coaching un peu en direct. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de peine à me poser finalement parce que je suis à fond dans les projets, j'ai toujours envie de développer plein de choses. Et même des fois, quand je me sens moins bien, c'est presque des fois en vacances parce que je dis, il faut que je fasse cette pause, mais qu'en fait, j'ai envie de faire des choses, tu vois. Ou des fois, les vacances que j'avais planifiées, elles n'arrivent pas au bon moment par rapport au projet où on est dedans. Comment tu me conseillerais, et finalement je pense que d'autres personnes peut-être pourront se retrouver là-dedans, comment tu me conseillerais de dire, ok, je fais un pas de recul et quand même accepter que on n'est pas une semaine près finalement dans la plupart des projets ou 2 semaines près. Alors déjà, ce qui est très bien, c'est de s'asseoir et puis de voir ce que tu ressens à ce moment-là. Tu t'emmerdes, que les vacances, ça sert à rien, tout ça, c'est important de le voir et c'est important de donner de l'espace. Et puis après, d'essayer de défusionner avec ses pensées, parce que souvent, c'est que des pensées. Alors moi, j'ai un cerveau qui est très hyperactif, donc il me monte des scénarios dignes d'un James Bond, et puis d'arriver à se dire stop là, non, là tu es en train de monter un dragon, tu es en train de le gonfler, mais finalement c'est rien du tout, et d'arriver à défusionner par rapport, alors si c'est des pensées ou des émotions ou une douleur, hein, ce pas de diffusion aussi, ça aide beaucoup. Se dire ok, je me dis que là je m'embête et puis je ferais mieux de faire mes projets et puis j'aimerais, etc. C'est ok de se dire ça. Tout à fait ok. Ouais, d'être dans l'acceptation finalement. Mais ouais, l'accueil. C'est pas que je m'embête, tu vois. C'est dans le sens que ce que je fais, tu vois, en dehors, c'est des choses que c'est en lien avec l'entreprise parce que c'est ce qui m'anime au quotidien. Donc finalement, j'ai toujours un lien, moi, en tant que le responsable de Hope Santé. Mais c'est qu'après, je culpabilise des fois de dire je devrais me reposer, mais en fait, je me repose pas totalement, tu vois, je reste quand même dedans. Donc c'est un peu ce cul entre deux chaises, on va pas cacher les mots, dire ça. C'est un peu cette sensation-là que je ressens. Mais c'est vrai que plus on prend de l'âge, on va dire, plus on ressent aussi peut-être le besoin de se ressourcer différemment. Et que quand on est en plein lancement de son activité, moi je vois ça avec mon cabinet, hein, on a toujours plein d'idées, plein de choses à faire. Puis je me rends compte aussi que quand je me pose, en fait, après, souvent,
c'est plus fluide, Mhm. malgré tout. Clairement, ouais. Donc, ça a quand même un effet. Mhm. Et c'est pas l'effet que je recherche Mhm. finalement, mais je me dis, ah, tiens, à ça, j'aurais pas pensé. Mhm. Parce que souvent, on a une pensée un peu binaire, il faut faire Mhm. ça ou pas faire ça, Mhm. etc. Puis, avec la pause, comme je la propose, qui est une pause méditative, là, on trouve une troisième voie, Mhm. à laquelle on n'avait probablement pas pensé. Et Mhm. quand on fait plusieurs fois cette expérience, on se rend compte du bénéfice et comment cette pratique, ces exercices infusent sur mon quotidien. Mhm. Et puis, ça me permet de rebondir sur les exercices. Concrètement, quels seraient un peu des outils que les personnes pourraient utiliser, des premiers outils, c'est assez généraliste, mais voilà. Alors, moi, le premier outil que je les appelle des exercices ou des pratiques, mais que je propose, c'est vraiment de se foutre la paix. Mhm. S'asseoir et se Mhm. foutre la paix. Mhm. Ce qui est là est Il y a un là. livre qui s'appelle comme ça, Foutez-vous Foutez-vous la la paix. paix. Hein. D'ailleurs, c'est le philosophe qui m'inspire encore au Ouais. quotidien, Fabrice Midal. Ouais. C'est très puissant. Mhm. C'est très puissant, ça a l'air de rien. Au départ, il a mis ce titre parce qu'il s'est rendu compte que justement, s'il parlait de méditation, les gens disaient qu'ils n'arrivaient pas, etc. Il a dit, mais finalement, faites une chose, foutez-vous la paix. Mhm. Et d'être assis 5 minutes, se foutre la paix, de voir que pendant que je me fous la paix, il y a plein de choses qui se passent, je sens plein de choses et tout. Moi, des fois, j'oublie même que je respire pendant la journée parce que c'est tellement naturel. Mhm. Et là, quand je me pose, je me dis, waouh, hey, mon corps respire, je respire. C'est quand même formidable. Mhm. Une si petite chose qui a une telle importance, Mhm. la plupart du temps, on n'en prend même pas conscience. Mhm. Donc, foutez-vous la paix, ça c'est la première pratique que je trouve très très forte et qui est facile à mettre en pratique. Et ça peut être 5 minutes de se poser. Mhm. Après, c'est clair, quand on fait un stage, on se pose pendant des heures et finalement, ça va aussi. Mhm. T'as fait quoi comme expérience un peu pour de stage, tu parlais, t'en as déjà fait? Moi, je pense. Alors, j'en fais un chaque année, forcément, puis dans le cadre aussi de ma formation Mhm. pour transmettre la méditation, on a l'obligation de faire des stages, mais de toute façon, donc Réseau, qui est cette école occidentale de méditation, elle offre une grande palette de possibilités, d'enseignements, de cours, et moi j'aime beaucoup apprendre. Je suis tellement curieuse. Mhm. Et c'est pour ça que oui, j'ai suivi 3 séminaires. Là, je vais partir au mois d'octobre faire un séminaire sur le corps. Mhm. Je dois dire en ayant des douleurs physiques, c'est quelque chose au départ qui m'a beaucoup angoissée, Mhm. d'aller travailler 5 jours sur le corps. Mhm. Mais finalement, avec cette notion de corps comme corporel plus que physique, ça me permet d'ouvrir sur d'autres choses et de ne pas rester figée, cloisonnée à mes douleurs physiques. Mhm. Donc je pense que ça va être une jolie expérience. Je me réjouis. Top, top. Tu nous en diras en off. Et puis, je rebondis aussi sur ce que tu as dit que tu avais la fibromyalgie. Quels conseils tu pourrais donner à des personnes qui auraient aussi cette pathologie? Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est justement cette rencontre avec Fabrice Midal et puis d'arriver à cette troisième voie. De ne pas être toujours j'ai mal, j'ai pas mal. Où est-ce que je vais avoir mal? Pourquoi j'ai mal? Mais plutôt comment vivre avec. Ça, je pense que ça m'a ouvert des voies qui me permettent aujourd'hui de vivre de manière comme je suis, sans avoir à m'angoisser, etc. Donc, de le vivre, alors, je ne peux pas dire le vivre bien parce que il reste des moments difficiles, mais au lieu d'osciller toujours entre espoir et désespoir, parce qu'en fait c'est un peu ça, on court après des thérapies, on a de l'espoir, on se dit ça va améliorer, puis après on tombe dans le désespoir parce que finalement ça n'a pas autant amélioré que ce qu'on espérait, d'arriver à avoir un espace en parallèle de tout ça, parce que bien sûr je continue à chercher, à trouver, à creuser, d'avoir un espace où on est dans ce que j'appelle moi l'inespoir. C'est ni le désespoir ni l'espoir, on ne se pose plus la question. C'est juste un espace qui est. Et ça, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ouais, parce qu'effectivement, c'est un terrain qui est encore un peu flou, on va dire, des causes et compagnie, et comment aider quand il y a ça. Et ça t'a beaucoup aidé, du coup, cet aspect, t'as vu ça aussi comme une alternative un peu par exemple, à la médecine, ou bien à la médecine traditionnelle, alternative, etc. C'est ce qui t'a aidé par rapport dans ton parcours? Un complément, je dirais, plus qu'une alternative. Mais tu as ressenti ce besoin de t'ouvrir à ça parce que peut-être il n'y avait pas les réponses dans les choses plus traditionnelles? J'avais pas de réponse, on va dire, entre guillemets, médicale. Pas de traitement, je ne voulais pas non plus prendre des médicaments trop forts à vie ou des choses comme ça.
Et donc, j'ai toujours cherché des compléments, mais là, j'ai vraiment trouvé le complément, ce qui m'a ensuite encouragée à créer l'espace pause en me disant, bah, ça peut peut-être apporter des réponses à comment vivre avec. Et comment ça se différencie ce que tu proposes, par exemple, qu'une thérapie classique ou une thérapie psychologique, par exemple? Ben, on part pas du manque, justement. On part de ce qui est. Comme toi dans ta pratique physique. Donc, on part vraiment de ce qui est sans se demander ce qui devrait être autrement. C'est pas la question. On se place différemment. Donc ça, c'est... Et ça, c'est fondamentalement différent soit de la psychologie. On n'explique pas. Hein. On va pas essayer d'expliquer pourquoi j'ai cette émotion-là à ce moment-là. On s'en fout. Elle est là. Et puis, elle est vraiment là. C'est tout. Et donc, on est plus dans le comment vivre avec l'émotion, comment vivre avec la douleur, que dans le pourquoi. Moi, c'est pas mon domaine. Ça, c'est la médecine, c'est la psychologie. Moi, je suis vraiment dans l'accompagnement, c'est-à-dire dans une démarche avec des clients. Je suis pas thérapeute. Tout à fait. Et puis, quelles sont un peu justement tes valeurs ou ta vision, on va dire, avec Espace Pause? Alors, moi, l'idée, c'est vraiment d'apprendre aux personnes à se poser, c'est-à-dire à ralentir, parce que je trouve que c'est un mouvement tellement difficile aujourd'hui. Ça m'inspire aussi beaucoup dans mon management, parce que souvent, quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On s'active, hein, et d'arriver à mettre en place ce ralentissement, ça, c'est vraiment une valeur qui est importante pour moi. Arriver à ralentir, et c'est vrai que quand on est jeune, plein d'énergie, dynamique et tout, c'est extrêmement difficile, et à la fois, c'est tellement puissant que je pense que quand on y a goûté, après, ben, on arrive gentiment à changer un peu son approche. Et puis, de dézoomer aussi, c'est-à-dire de ne pas rester dans mon petit moi. Pour moi, c'est important. Il n'y a pas que moi, finalement, je ne suis pas le centre du monde. Et c'est dans ces exercices où on se relie, par exemple, au son, où on se rend compte que, attends, il y a moi, oui, il y a moi, mais il y a tout l'espace autour de moi, il y a des sons, il y a de la vie, il y a des gens, il y a du lien, etc. Et ça permet ce dézoomage, ça permet souvent de dédramatiser beaucoup de choses, de revoir un peu, d'avoir plus de clarté. C'est en tout cas une démarche et une vision intéressante. Et comment tu pourrais conseiller le public qui nous écoute, c'est principalement des personnes de plus de 40 ans. Comment tu pourrais les conseiller finalement de repenser leur relation à eux-mêmes, à leur santé, avec un peu tout ce qu'on a déjà discuté avant? Je dirais que c'est un tout, justement, que c'est très très bien de prendre soin de son corps physique, et c'est important, le mouvement est important. On avait d'ailleurs un projet commun dans le mouvement en EMS, on voit que c'est important juste dans le grand âge, mais que finalement, c'est un tout, et qu'il y a d'autres aspects dont on peut prendre soin. Et pour moi, c'est ma responsabilité d'être humain, de prendre soin de ces autres dimensions plus corporelles, peut-être aussi plus émotionnelles. Qu'est-ce que je fais avec mes émotions? Qu'est-ce que je fais avec mes pensées? Avant que tout ça déborde. C'est comme un ballon dans une piscine, un ballon gonflable. Tant que tu le tiens sous l'eau, ça te demande énormément de force, mais au bout d'un moment, tu ne vas plus avoir la force. Et ben, c'est la même chose avec mes pensées et mes émotions. Si j'en prends pas soin, si je n'ai pas un espace pour les accueillir, si je n'ai pas un espace pour les laisser être, et ben, à un moment donné, ça explose. Et au lieu de se transformer doucement, gentiment, de se résorber, c'est une cocotte minute qui explose. Et dans un cadre, par exemple, familial, où il y a des obligations familiales, il y a du monde, tu as du monde. Enfin, je ne sais pas s'ils sont tous à la maison encore, j'espère pas. Je ne sais pas, tu me diras. Mais voilà, comment tu as géré tout ça aussi au quotidien, finalement, avec toutes les contraintes qui sont cool aussi, hein, les enfants et tout. C'est vrai que c'est toujours difficile de trouver du temps pour soi, et je pense que c'est peut-être un point en repassant mes années très actives avec les 4 enfants auxquels j'ai pas trop prêté d'attention non plus. Ce qui fait que mon corps a parlé toujours plus fort, hein, ça il faut le dire aussi. Donc au bout d'un moment, et puis ça c'est ma chance, j'ai été forcée de prendre du temps pour moi, respectivement de prendre du temps pour cette rencontre avec mes émotions, avec mes ressentis physiques, avec mes pensées. Donc ça, c'est ma chance. C'est vrai que le corps, il est quand même bien fait, parce qu'il nous rappelle à l'ordre un peu des fois. Alors le mien, il est impardonnable. Mais c'est pas agréable toujours, mais il nous donne des signaux que si on apprend à les écouter, que bon, des fois on les sent. Moi j'ai par exemple une expérience avec le genou, par exemple, où
j'ai voulu aller un petit peu trop vite dans la rééducation et puis que quand ça retourne et puis que c'est un bon signal de te dire ouais, peut-être il faut que je recommence un peu plus doucement. Mais voilà, après heureusement il n'y a pas eu trop de dégâts, mais c'est des bons signaux et qu'il faut apprendre finalement à écouter avant que ce soit des gros signaux, j'ai envie de dire, du corps. Mais c'est pas évident. Souvent, quand on a un peu un mental fort, hein, Ouais, mais c'est ça. Tu touches un point, c'est vrai, vraiment. bah, je C'est que me des fois, connais aussi. la tête a envie La d'aller tête a dans envie d'aller. un endroit, mais Ouais. pas, le corps n'y suit pas toujours, malheureusement. Et ça, c'est aussi une chose que j'apprends à mes clients, c'est que ça génère de la frustration. Mhm. Clairement. Moi, il y a des situations où je suis frustrée parce que j'aurais aimé y aller, mais physiquement, je peux pas. Mon corps, il veut pas. Ok. Et d'accueillir cette frustration, de voir mais comment elle est, qu'est-ce qu'elle est, dans la douceur, pas en disant mais ça m'énerve maintenant. Oui, ou alors d'accueillir son énervement par rapport à la frustration. Ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement libérateur, d'avoir le droit d'être frustré. Parce que c'est vrai que dans la vie personnelle, professionnelle, enfin, c'est toujours difficile de se donner le droit de ressentir les choses. Il n'y a pas le temps. Ouais, il n'y a pas le temps, puis des fois, ouais, tu ne dois pas forcément montrer toutes tes Ça se émotions fait pas. tout le temps, quoi. C'est un peu ça. Mais Exactement. c'est vrai que le monde du travail, ben, aussi par rapport à ta gestion, parce que tu es très active avec beaucoup de choses que tu as fait dans ta vie et que tu fais encore maintenant. Donc, comment tu as géré aussi ce côté-là? J'ai parlé de la famille, mais c'est vrai qu'il y avait aussi tout le travail à côté. Et les postes à responsabilité. Donc, alors, je pense qu'à un moment donné, j'ai quand même négligé des signaux. Voilà, parce que j'avais besoin de faire cette expérience probablement. Et puis, avec la ménopause, les signaux se sont renforcés, ce qui arrive assez souvent, hein, c'est assez classique avec le changement hormonal. Et là, j'ai décidé de vraiment, ça a été après le Covid, j'avais une année Covid très intense, j'avais eu un poste à responsabilité dans la cellule Covid du canton, donc ça a été très dur. J'ai choisi de vraiment prendre un mois de pause. J'avais déjà non, pas encore, c'était il y a 3 ans, donc mais je sentais déjà qu'il y avait quelque chose que je devais mettre en place. Ça ressort ça de tes expériences finalement. Ouais, absolument. Et puis pendant ce mois de pause, j'ai été dans une clinique spécialisée pour la douleur chronique, mais je dirais ce qui m'a le plus aidé, alors bien sûr qu'il y avait des thérapies, on va dire classiques, même alternatives, on a fait du Qigong, du Tai Chi, mais ce qui m'a le plus aidé, c'est ce temps que j'avais à disposition, sans devoir me préoccuper ni de la famille, ni du travail, ni de la nourriture, ni rien, parce que toute la structure était là. Et je me suis dit, la charge mentale finalement. Rien. Je me suis dit, comment est-ce que je vais utiliser, ou qu'est-ce que je vais faire avec ce temps, comment je vais le vivre, comment je veux le vivre. Et c'est là que vraiment j'ai approfondi tout ce qui était fait à l'école de méditation. C'est à ce moment-là où j'ai eu le temps de vraiment aller sentir pour mon corps déjà, parce que lui, il montre rarement, hein, sentir si pour mon corps c'était ok, c'était une voie possible, c'était une direction dans laquelle aller. Et après ce mois, j'étais vraiment convaincue que ça allait être un fil de la pelote à tirer. Et je le tire encore toujours. Ouais, mais du coup, c'est vrai que c'est pas évident de sortir cette charge mentale quand on est dans le contexte de la vie de tous les jours, comparé qu'on est à un endroit pour soi vraiment et que là, tu n'as plus que toi à penser, quasi. Donc, comment tu essaies de retrouver finalement, peut-être pas à 100%, cette libération de charge mentale, mais de réussir au moins à des moments de se libérer un peu de cette charge mentale? Bien, c'est clair que même dans ma vie au quotidien, c'est de prendre des petits moments. C'est pas de me dire je vais méditer tous les jours 1 heure ou je vais faire tous les jours 1 heure de tai chi. Non, c'est des petits moments que je prends, que je glane à gauche, à droite, tout en ayant certains points fixes. Par exemple, je suis des cours, donc je sais que le mardi, le jeudi, j'ai un cours. Et puis là, le groupe fait que c'est toujours online, c'est très pratique, fait que je suis motivée à le faire. Et le reste du temps, c'est des petits moments. Des petits moments que je glane, mais ce que j'ai remarqué aussi, et ce que disent d'ailleurs les neuroscientifiques, c'est que tu ne peux pas changer quelque chose ou introduire une pratique, ça sur la base de la volonté. La volonté, elle n'aura jamais assez de force. Elle va te permettre au début, mais ensuite, il faut que ça devienne une habitude finalement. Ouais. Il faut ancrer ça à un autre niveau. Alors, ça peut venir une habitude, comme se brosser les dents, etc. Ou ça peut être, moi je fais maintenant du Qigong tous les matins, mais une demi-heure. Mais là, en fait, c'est pas la volonté, je sais que quand je le fais, je sens que je me connecte à la vie. Je sens que mon corps
recommence vraiment à fonctionner, à vibrer, à se rééquilibrer après la nuit, etc. Et c'est ça que je ressens. Et c'est ça qui motive. Mais c'est pas la volonté. Finalement, c'est le sens que tu retrouves, les bénéfices finalement que tu retrouves. On aime bien mettre en avant le plaisir finalement Voilà. parce qu'on Le sait plaisir, c'est de la joie en fait, ça te met en joie. Ouais, puis c'est une récompense à ton corps finalement. Et puis dans un des épisodes, on parlait un peu de cette neuropsychologie. Et puis c'est vrai que le cerveau, il aime la récompense, c'est ce qui fait du bien et ce qui fait du bien en général immédiatement. Et c'est comme ça qu'après, si on arrive à retrouver ces activités qui font ce bien-là, c'est comme ça qu'aussi après on va continuer à faire, à être régulier. Puis après, on a parlé, c'est aussi l'entraînement de l'esprit ou finalement du corps, c'est d'être régulier parce que c'est comme ça qu'on a des résultats sur soi, quoi. Ça, c'est sûr. C'est vraiment des exercices. Il n'y a pas de miracle. On ne peut pas faire qu'une fois puis se dire non, ça ne sert à rien ou non, c'est super. Il faut au moins essayer sur ce que je conseille souvent quand des gens veulent commencer, ou j'ai parfois aussi des cours comme ça sur 6 semaines en visio 1 heure, où on approche différentes thématiques comme la confiance, etc. Enfin, ça peut être la confiance, ça peut être les pensées récurrentes, ça peut être des émotions pénibles. Et puis, on travaille là-dessus, mais sur 6 fois, ça veut dire qu'au moins tu fais pendant 6 semaines quelque chose, et après, tu peux commencer à te dire, ah ouais, non, mais une fois, c'est trop peu. Je vais rebondir, on a déjà un peu donné la réponse avant, mais quand on veut installer peut-être ces nouvelles pratiques qui est quand même un changement, parce qu'il va falloir faire une pause ou falloir se mettre en mouvement, enfin peu importe, est-ce qu'il faut tout changer en même temps ou est-ce que c'est des petites briques finalement qu'on va arriver à ce qu'on aimerait ou où on aimerait aller? Je pense qu'il y a des gens qui peuvent tout changer. Il y a des gens qui balayent leur vie d'un revers de main et qui changent tout. Mais pour moi, je ne suis pas une adepte des extrêmes. Déjà, j'ai un corps qui ne m'a jamais permis d'aller dans l'extrême. Donc, je suis vraiment une adepte des petits changements, des petites touches. Et puis, surtout de laisser la touche se faire, quoi. De ne pas être focalisé sur le résultat. Quand on médite, on n'attend rien. C'est ça nous change du mode ordinaire de fonctionner où tu as des objectifs, tu as des délais, tu as des contraintes, tu dois rendre des comptes, etc. Là, dans la méditation, il n'y a rien. C'est pour ça qu'on parle de se foutre la paix, parce qu'il n'y a pas d'objectif. Tu médites pas pour quelque chose, tu médites pas pour être plus calme, tu médites pas pour te sentir mieux, ni pour te détendre. Sinon, il faut faire d'autres pratiques qui existent. Il faut être plus dans de la sophrologie ou dans peu importe. La méditation, c'est pour rien. En fait. Et je trouve que le fait que ça soit pour rien, ça fait tellement du bien. Mais c'est dur. Parce que c'est dur complètement. On ne peut pas chasser nos pensées en dehors. Non, mais tu n'as pas besoin. Moi, je ne suis pas expert du tout méditation, mais j'ai lu beaucoup de fois que c'est quelque chose qui peut amener beaucoup, comme tu es en train de nous le partager ici. Mais c'est vrai que c'est pas évident de déconnecter finalement un peu. Enfin, non, c'est pas déconnecter, parce que tu dis c'est se connecter à soi, mais tu vois, de plus conscientiser toute pensée que tu as et de pas forcément y réagir, t'y accrocher. De pas réagir, de pas t'y accrocher, c'est ça. Ouais. Oui. En fait, c'est hyper simple. Ouais, c'est exigeant. Je dirais que c'est simple, mais c'est exigeant. Et c'est pour ça qu'il faut la pratiquer en groupe, la pratiquer seule, la pratiquer avec des méditations guidées, la pratiquer sous plein de formes. Et après, quand ça infuse dans le quotidien, ça c'est magique. Quand tu as ton ordinaire qui commence à être infusé par ta pratique, alors là, tu es là, waouh, quoi. Ça, tu remarques des choses comme ça qui bougent. Ou par exemple, dernièrement, j'ai reçu un email. Il y a quelques années, on va dire, j'aurais réagi de manière beaucoup plus violente. Et là, oui, j'ai senti la colère, oui, j'ai senti, mais en même temps, il n'y a pas eu cette réaction instantanée qui fait que je suis partie sur cette voie-là. Je me suis juste donné le droit de ressentir ces trucs. J'ai dit, ouais, ok, c'est ok. Et ça vient de ces exercices réguliers. Là, tu me donnes envie de m'y mettre, Non, mais c'est des situations que ça résonne finalement dans certaines. C'est vrai que quand on prend à cœur les choses, quand on fait quelque chose qu'on aime, qu'on a envie que tout soit parfait, mais ça n'existe pas. Non. Et puis, c'est là d'accueillir. Mais c'est vrai que moi, je vois déjà par rapport au tout début, par exemple, quand j'ai ouvert Up Santé, et puis maintenant, je vois qu'il y a des choses quand même que j'arrive un peu à relativiser, et puis qu'avant, moins. Mais voilà, on progresse et on avance. Oui, c'est un chemin de vie. Donc, mais c'est vrai que d'abandonner cette idée de perfection et puis d'aller vers l'excellence, ça semble rien du tout, mais en fait, ça change la vie. Parce qu'on est quand même drillé pour la perfection.
Tout doit être parfait, tout doit être contrôlé, tu as des processus un peu partout, le droit à l'erreur, le seuil est très très bas, etc. etc. Donc, on est rempli de ces exigences. Et le fait de se dire non, je ne suis pas parfait, j'ai aussi une finitude. Hein. Moi, dans le domaine des EMS, par exemple, je suis beaucoup confrontée à la finitude. La vie, elle a une fin. On n'y pense pas tellement quand on est soit jeune, soit en bonne santé. Mais c'est vrai. Et ça, de se dire oui, il y a une finitude, oui, l'être humain, il est pas parfait, mais il peut être excellent. Mais l'excellence, ça veut dire que tu fais le mieux que tu peux dans la situation. Et ça ne sera peut-être pas parfait, c'est OK. Mais le mot excellence, je trouve qu'il est aussi très beau. Il est beau, absolument, je l'aime beaucoup d'ailleurs. Ouais, ça m'a beaucoup aidé dans des situations, je me dis, ah mais là, tu aurais quand même pu faire mieux. Parce que ça, c'est un peu mon autocritique. On est toujours son meilleur juge, hein, son juge intérieur. Voilà, chez moi, il est très fort, il est toujours très présent. Bon, je suis avocate à la base, donc je ne sais pas si ça a influencé mon juge intérieur, mais il est toujours là. Je dis, oui, bien sûr que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Et tu sais quoi, j'ai été excellente. J'ai donné tout ce que j'ai pu, là, sur le moment. Et c'est la seule chose qui compte. Et là, il se tait. Mon juge intérieur, tout à coup, il est... Ah ouais, d'accord, il se retire. Ouais, et puis finalement, puis après, quand même avoir cet esprit critique pour s'améliorer, s'il y a quand même des points même. Mais je vois mais ça, tout à c'est fait l'excellence. Ouais, c'est ça. C'est de prendre la critique pour s'améliorer. Puis la critique positive, et puis c'est ce qui te permet de mieux. Heureusement. C'est intéressant. Ça rejoint vraiment clairement aussi le domaine du sport. Et puis moi, je viens du sport d'élite aussi. Et tu étais obligé d'être dans cet esprit-là. Après, bon, on est beaucoup performance, mais voilà, le mot excellence, on devrait le retenir des fois puis plus souvent. j'accompagne aussi une jeune athlète qui fait de l'escrime au niveau vraiment international. Et elle est très jeune, mais souvent, ponctuellement, on travaille justement sur ces thématiques parce que ça revient tout le temps. Mais ça devient de plus en plus dans le monde du sport maintenant. Il y a ce côté, on comprend mieux l'importance du mental. Puis quand on voit des athlètes dans la gym, je ne sais plus son nom, l'américaine, mais qui font des complets burn-out ou qui n'arrivent plus alors que c'est les meilleurs finalement du monde, et ben c'est là que tu vois que le mental est hyper important. Quoi. Il est lié au corps, donc on croyait un temps qu'on pouvait séparer le corps du mental, mais finalement c'est un tout. Notre corps, il est bien plus que physique, c'est ce que je disais, il est corporel, il a un corps. Il a le mental, il a l'émotionnel, il a tout. Puis la différence, si quelqu'un, par exemple, est stressé, du surmenage, manque de sens aussi peut-être au quotidien, quels effets finalement néfastes ça peut avoir pour la personne elle-même? Ce que je constate, mais moi je le constate aussi chez moi, c'est que en fait, quand il y a ce surmenage, tout se renferme. En fait, c'est comme un bourgeon. Moi, je me sens comme un bourgeon. Quand je suis trop, justement, sollicitée, du surmenage, du stress à outrance, le problème, c'est qu'on se renferme. En fait. Le bourgeon, au lieu de s'ouvrir, ce qu'il devrait faire dans la nature, ce qu'il fait, c'est comme s'il y avait un coup de gel. Et puis, du coup, le bourgeon, il reste tout ratatiné, tout brun, tout gris, etc., sans vie, figé. Et justement, les exercices, les pratiques quand j'accompagne ces personnes-là, c'est de leur remontrer, de leur remettre de la vie, justement. Et c'est dans cet espace intérieur, cet espace vivant, créatif, que j'appelle moi la santé fondamentale, qu'on peut retrouver cette vie, ce souffle de vie. Et à partir du moment où on retrouve ce souffle de vie, ça donne l'énergie, ça donne tout s'ouvre de nouveau. Le bourgeon, il peut à nouveau éclore. Et quel blocage fréquent tu rencontres? Le stress, le surmenage, le burn-out, ça c'est des maladies typiques de notre siècle. Et au changement, par exemple, si quelqu'un sait en soi qu'il est dans cette situation, il vient te voir, quel blocage tu vois pour essayer de lui ouvrir cette voie que peut-être il n'a pas encore conscience? Souvent les croyances. On croit qu'on doit être parfait, on croit qu'on doit être comme ceci, on croit qu'on doit être ça. Le regard des autres aussi. On a peur de qu'est-ce qu'ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, mais qu'est-ce que... le fait d'avoir un peu perdu sa place. C'est le sens, en fait, c'est la place qu'on occupe dans le monde. Et ça, en faisant des exercices corporels, on se rend compte que non, j'ai une place, je suis là, je suis assis, je suis dans ce studio, j'ai ma raison d'être. Et c'est des éléments qu'on perd quand on est dans des situations de surmenage ou de stress extrême. Puis ta démarche, j'ai l'impression qu'elle rejoint aussi beaucoup plus une démarche préventive aussi, même s'il y a des situations où il y a déjà maladie ou situation, stress, surmenage, etc. Et
tu es d'accord que ça rejoint cette prévention et qu'on est essayer de se séparer un peu de cette image tout le temps du soin finalement. Et c'est peut-être, t'es dans le domaine aussi, tu connais bien les soins, mais c'est vrai qu'on est dans une société qui soigne les symptômes. Et comment faire pour essayer d'amener plus de prévention et puis de prendre soin de soi avant En amont. les Alors là, tu as tout à fait problèmes. raison. Tout notre système de santé qui court gentiment à sa perte, hein, il faut le dire, va dans le sens de on soigne une fois qu'on est malade. Et alors ma démarche, elle est bien sûr préventive parce que si tu dois apprendre à te poser quand tu as un gros problème, ou si tu apprends à te poser de manière préventive parce que tu te dis ah ben c'est quelque chose qui donne du sens, qui m'apparaît bien pour moi, ça va être tout différent. Tu vas pouvoir apprendre de manière beaucoup plus détendue, on va dire. Donc on voit que la prévention, pour moi, elle est centrale. Sauf que, et on se connaît, souvent, pour l'être humain, c'est difficile de faire quelque chose s'il n'a pas le couteau sur la gorge. Malheureusement, des fois, il faut un déclencheur négatif. Voilà. On en parlait un petit peu avant, du coup. C'est ouais, ça, c'est ouais, ça. On est humain et c'est une caractéristique de l'être humain. Il aime Mhm. sa zone de confort. Mhm. Et changer alors qu'il n'y a pas besoin de changer, ben on ne connaît pas, on ne sait pas vers quoi on va, on ne sait pas ce que ça sera. C'est tous des freins. Et pourtant, ben, nos choix au quotidien, donc notre mode de vie finalement, a vraiment une énorme influence et beaucoup plus que ce qu'on pense. Et je regardais encore il y a 2 jours une vidéo vraiment sur un docteur spécialiste dans le vieillissement, etc. Et il disait que c'était autour de 80% justement de cartes en main qu'on a finalement par rapport à notre mode de vie pour influencer notre santé, puis finalement que 20% de génétique. Et souvent, on est un peu fataliste, puis on se focus presque que sur ces 20%. Mais du coup, en fait, ben, tout ce qu'on vient de parler, le sport santé, etc., l'activité physique, c'est des choses qui peuvent influencer notre vie de tous les jours. Et en tout cas, moi, c'est mon invitation, être acteur, actrice de sa santé. Et puis après, ben voilà, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et c'est la vie, ma foi. Alors ça, c'est important aussi, ça fait partie de la condition de l'être humain. En fait, on contrôle très peu de choses. Mais on maîtrise certaines choses et puis au moins exploiter ce qu'on maîtrise. Plutôt que se concentrer sur ce que je ne maîtrise pas. Si tu as un projet, puis que le projet va foirer parce que ton entrepreneur n'est pas dans les délais, tu ne maîtrises pas. Donc, plutôt se focaliser sur ce que j'arrive à maîtriser. Et c'est effectivement, si on regarde la vie de manière globale, l'être humain se donne souvent l'illusion qu'il maîtrise beaucoup. Et puis ça lui donne une certaine confiance, ça lui donne une certaine puissance aussi. Mais je pense que honnêtement, on maîtrise très peu de choses, mais ce qu'on maîtrise, on peut le faire bien. Et la prévention, c'est quelque chose qu'on peut maîtriser et qu'on peut faire correctement, bien, en fonction de ce qu'on a besoin, ce qu'on ressent aussi. Puis se concentrer sur ces choses qu'on peut contrôler, qu'on peut influencer, mais le reste, sans perdre l'énergie. Oui, c'est comme si tu t'énerves parce qu'aujourd'hui il pleut. Ouais. Tu peux, hein, aucun souci. Mais l'effet, il est quasiment nul, puis il sera mauvais pour ta santé. Le ciel, il est comme il est. S'il y a des nuages, il y a des nuages. S'il y a du soleil, il y a du soleil. Mais ça m'arrive aussi de m'énerver quand il pleut. Ouais, mais bon, on est tous pareils. C'est vrai que d'avoir conscience de ça, au moins, ça permet de se recentrer soi-même, finalement, dès qu'on commence à partir des fois pas dans le bon sens. Ouais, des fois, quand je m'énerve parce qu'il pleut, je me dis, ah, attends. Énerve-toi pour quelque chose que tu peux changer, mais là, ça ne va pas avoir d'effet. C'est clair. Puis on arrive gentiment à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as un message que tu aimerais, un dernier message que tu aimerais transmettre aux personnes qui nous écoutent, ou un complément qu'on n'aurait peut-être pas abordé? Mais de dire surtout que c'est jamais trop tard, et ça tu le vois certainement chez toi aussi, c'est jamais trop tard pour commencer, pour amorcer des changements. On n'est pas prisonnier de notre destin ou de ce qu'on a vécu, donc il existe toujours un fil de la pelote qu'on peut tirer. Des fois c'est difficile à le trouver, mais c'est pour ça qu'il y a des professionnels pour aider à trouver le bon fil et à le tirer. Super, merci beaucoup pour cet épisode, très intéressant. Où est-ce que les personnes qui nous écoutent peuvent te retrouver s'ils veulent s'intéresser à Espace Pause? Sur mon site www.espace-pause.ch où il y a toutes les informations concernant les possibilités, les offres et ces choses-là. On mettra le lien dans la description. Est-ce que tu as des réseaux sociaux ou pas trop? Pas encore. Bientôt, ça viendra.
Ça viendra. Donc, restez à l'affût, restez attentifs voilà, mais on mettra déjà le site internet. Je te remercie encore une fois. Je remercie aussi les personnes qui nous ont écoutés pour cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite à partager aussi l'épisode, aller aimer sur les différentes plateformes, YouTube, Facebook, Instagram, on le dit pas souvent ça, mais on est aussi sur la plateforme de podcast de Radio Fribourg, donc n'hésitez pas aussi à aller écouter là-bas. Je vous remercie encore une fois et à bientôt pour le prochain épisode. Merci Thomas. Merci.